Madame Patricia Rousseau. Monsieur Nicolas Toutoué. Monsieur Philippe Torres. Madame Catherine Fay. Monsieur Thierry Jacques. Madame Catherine Coudert. Monsieur Christophe Laplace. Madame Stéphanie Moret. Monsieur Aurélien Mandebord. Madame Sonia Minespas. Monsieur Nicolas Rousseau. Madame Valérie Trémolière. Présente. Monsieur Karim Abed. Présent. Monsieur Philippe Souget. Présent. Madame Emmanuel Soulier. Présent. Madame Marissa Abdel-Festiba. Présent. Et monsieur Jérémy Touch. Présent. Merci Madame Pierrot. Je détiens les pouvoirs de Madame Catherine Coudert, Valérie Trémolière 2, Aurélien Mandebord pour Madame Sonia Minespas, de Madame Stéphanie Moret pour Madame Bétisa Pierrot, de Monsieur François Moret pour Monsieur Jean-François Bruguel, de Monsieur Vincent Martin pour Madame Aurélie Mayotte, mais elle n'est pas arrivée, elle devrait arriver, de Madame Françoise Amarjou-Brajon pour Madame. Quelques infos avant de commencer l'ordre du jour. Donc, vous avez tous vu que nous aurons le 16 juillet 2022 le Tour de France sur une étape un peu mémorable puisqu'elle nous rappellera celle de la première étape qui est la première arrivée à Rennes sur le COS, sur les Rennes de Brouloux, une étape Saint-Étienne-Rennes avec la victoire de Javert qui depuis chaque année, d'une année sur l'autre, fait parler effectivement de Mende et de Maillon qui détient le pouvoir de Vincent. Donc un peu la redite et donc le parcours sur certains l'ont déjà vu, mais le parcours sur le département sera montré par les gorges de l'Allier, le Bois du Monde, Chapeauroux, Saint-Paul-de-Bordeaux, la Valatier, Grand-Rieu, puis Championnat de Vendôme, la côte de la Fage, à Charpal, au lieu de partir sur le Tor, on tourne sur l'Aubert et on redescend l'Aubert, Badalou, Lande et la Croix-Veuve, la montée Jalabert, donc et l'arrivée sur le COS. Donc ça c'est le samedi 16 juillet. Donc on a déjà en partie bouclé le financement, parce que ça en coûte, hein. C'est pas anodin. Donc avec le conseil départemental qui participera comme les précédentes éditions, et la région Occitanie aussi, Madame Mayotte, qui participera comme les autres éditions, et on fera comme on avait fait aussi en 2018, 2015 et 2010, un village d'entreprise sur la ligne d'arrivée. Donc voilà, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le département, parce que ça fait parler en bien du département de la Haute-Auvergne. Ça valorise notre territoire, ça valorise la margeride qui en a bien besoin et ça montre tous les meilleurs atouts. Je voulais vous dire aussi, mais peut-être Elisabeth le dira tout à l'heure, que l'Office du commerce déménage. C'est qu'un bientôt là. Donc on va se retrouver de nouveau place de la République sur le premier local qui avait été dédié, qui avait acheté la commune, donc qui avait été à côté de l'Iriche, qui avait été dédié à la première boutique à l'essai qu'on avait fait. Et donc on va récupérer ces locaux qui sont beaucoup plus centrales pour l'Office du commerce et de manière sûrement définitive. Je vous l'avais vu aussi, ça fait débat, mais je vous en parle quand même. Donc le projet des éoliennes du bord de Pelouse est entré en phase active puisque la construction a commencé. Donc les éoliennes devraient être en fonctionnement au cours du mois d'août, début septembre de l'année prochaine. Et donc il y a une opération de participatif, donc de financement participatif par les habitants du territoire, alors qui est d'abord réservé pendant 15 jours jusqu'au 11 novembre aux habitants du commune du bord de Pelouse. Donc on peut participer avec un minimum de 50 € et un maximum de 10 000 € par habitant, sur une durée de 4 ans et avec un taux d'intérêt brut de 5%, sachant que c'est un emprunt obligataire, donc in fine, au bout des 4 ans, le capital investi par chacun sera remboursé. À partir du 11 novembre, la réservation, le participatif sera
aux habitants de l'intégralité de la communauté de communes Cœur de Lozère, en réservation, donc pré-réservation, et puis à partir du 11 décembre, ça sera réservé pour un mois à l'ensemble du département avant qu'ils ouvrent à l'ensemble de la France. Donc c'est une opération importante puisque c'est 800 000 € de participatif. Le seul projet qui a eu lieu à Lozère, c'était sur les panneaux solaires de la zone d'activité économique de la Thieule, donc en limite du département avec l'Aveyron. Là-bas, la collecte avait été, le montant proposé avait été de 100 000 €, il avait été collecté. Et donc on ne désespère pas ici avoir aussi le même succès, jusqu'à ces 800 000 € qui sont proposés. Dans le même temps, les collectivités locales, la mairie de Vannes, parce que j'y suis assez favorable, on a soutenu ce projet justement pour essayer d'y investir dedans. Et donc on essaye, on réfléchit toujours à la meilleure manière de pouvoir investir dans ce projet, mais directement là, la collectivité ou les collectivités, parce que le pelouse est intéressé aussi, directement dans la société d'exploitation. Et donc ça donnerait, ce que je vous ai déjà dit, mais ça donnerait des retours financiers de manière durable tant que le champ d'éoliennes du bord de pelouse tourne. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des lois qui sont là, mais on essaie quand même de s'en sortir parce que les collectivités maintenant peuvent directement investir dans ces sociétés d'exploitation. Voilà ce que je pouvais en dire. Donc je voulais vous dire aussi que le campus connecté est bien ouvert, puisqu'à ce jour on a 8 étudiants qui sont inscrits, alors avec différents profils. Alors, ça va du BTS en passant par des diplômes universitaires, des remises à niveau pour certaines aussi, et jusqu'à master, sciences po. Master et sciences po. Donc on a 8 étudiants, c'est Myriam Cruège, qui a été choisie comme référente, comme accompagnatrice sur ce campus connecté. Ça se passe pour l'instant de la meilleure des manières, et donc d'après ce que nous a dit soit le rectorat ou soit les régions aussi, une entrée avec 8 étudiants, c'est un beau succès pour une première rentrée. Vous avez tous entendu parler du projet du grand séminaire, donc, qui a fait la une de la dernière Lozère Nouvelle, donc avec l'idée de réhabiliter un peu plus de 3000 m², donc sur 2 projets phares. Un qui est déjà lancé et qui va aboutir par des travaux dans le courant de l'année 2022 sur environ 1500 m² de ce bâtiment. Un projet qui tenait à cœur à un certain nombre d'élus qui sont présents depuis un certain nombre d'années sur le conseil municipal, donc, notamment depuis 2008, où on cherchait à créer une résidence intergénérationnelle, comme on appelle, c'est-à-dire lier des personnes qui sont en difficulté avec d'autres qui sont soit étudiants ou qui travaillent et qui ont un accompagnement des uns vis-à-vis des autres. Et donc là, avec le partenaire Habitat et Humanisme, qui est un nouvel opérateur qui arrive sur le territoire, c'est très important pour nous parce que ce n'est pas tous les jours. Donc avec ce porteur de projet, donc le père Bernard Dauvergne que j'avais rencontré il y a 2 ans, eh bien, on concrétise quelque chose d'important, je crois, pour la ville, avec la création d'entre 30 et 35 logements sur ces 1500 m² de disponibles. Il restera au Pays-Mayol 1500 m² à peu près, qui seront normalement, pour lequel on a fait faire engager par la région, par l'ARAC, plutôt le satellite que préside Pays-Mayol aujourd'hui, on a fait engager une étude de faisabilité, et donc on essayerait, je parle au conditionnel, j'y mets toute la prudence, parce que tant qu'il n'y a rien de daté, c'est pas signé, comme on dit, et donc c'est pas engagé, mais l'idée c'est de relocaliser l'école d'infirmière dans cette partie, dans cette aile ouest de ce grand séminaire. Pour moi, vraiment, si on arrive à ça, on a réussi un grand coup. Alors je dis on, c'est tout le monde, tous ceux qui se sont mis autour de la table. De Monseigneur Bertrand, directeur de l'hôpital, bien sûr en passant par la région Habitat et Humanisme et la mairie de Vannes, parce que j'estime qu'on a payé notre écho pour mettre tout le monde autour de la table et favoriser justement ces rencontres et permettre d'accéder à ce qui va devenir, j'espère, une réalité. Alors sur la première partie, le coup est parti puisque le maître d'œuvre est déjà sélectionné, donc ils ont pris un architecte local, donc ils sont en train de travailler. Les travaux devraient démarrer, si tout va bien, avec les permis de construire et tout, dans le courant du second semestre 2022. Pour l'école d'infirmière, je reste encore prudent, même si l'étude de faisabilité
faisabilité, Aurélie, tu pourras compléter si besoin, mais l'étude de faisabilité plutôt concluante positivement. Parce que derrière, on va aussi chercher de nouveaux parkings pour l'hôpital, on va agrandir les espaces, on va rénover cette école infirmière qui a un peu plus de 40 ans de mémoire et qui est obsolète. Elle est obsolète parce qu'elle a été construite à même niveau, donc il n'y a aucune accessibilité de possible. Elle est obsolète parce qu'il consomme 120 000 € d'énergie par an, je crois, pour chauffer le bâtiment. Et encore, les étudiants, il faut qu'ils mettent à la double. Donc voilà, il y a quelque chose à faire. C'est un vrai projet, y compris pour le grand séminaire, pour Plaisance, tout le monde le connaît, parce qu'on redonne une ambition à ce bâtiment, un cœur de ville, un bâtiment qui avec du sens, quoi, quand on travaille autour de l'intergénérationnel, de l'entraide, quand on travaille autour de la santé, quand on travaille autour de l'éducation, c'est noble. Donc, prenons les doigts pour que ça aille au bout. Je voulais vous dire aussi qu'on avait vécu un grand moment avec les 400 ans de la cathédrale. On n'avait pas fait les 400 ans l'année dernière lié à la crise de Covid. Donc cette année, ça a pu se faire et c'était quand même il y avait une belle cérémonie dans notre cathédrale de Rennes. Et je souligne l'engagement de l'État qui depuis plusieurs années a porté plusieurs millions d'euros, on doit être à 4 ou 5 millions d'euros d'investissement de l'État pour justement réhabiliter tout ce qui était la partie extérieure qu'elle avait besoin, et puis aussi le trésor de la cathédrale donc, qui a bien avancé, qui va bientôt être disponible. Ça fera un outil de plus à tous ceux qui viennent visiter la ville, qui viennent voir la ville, qui vont pouvoir découvrir aussi les œuvres remarquables dans ce clocher dit des Chanoines. C'est le clocher des Chanoines, c'est ça. Donc le clocher sud. Je voulais vous dire aussi que l'État avait goudronné l'avenue des Gorges de Tarbes, vous l'avez tous vu, on l'a fait de nuit, c'est passé comme une lettre à la poste. On ne pourra pas le faire partout parce que ça coûte beaucoup plus cher de faire ça de nuit que de le faire en journée. Donc je vois déjà venir certains d'entre vous, ou d'Amandois ou de gens de l'extérieur pour nous dire que l'année prochaine, à la venue du Jean Moulin, il faudrait aussi la faire de nuit. Je pense qu'on ne la fera pas de nuit, qu'on la fera de journée, qu'on essaiera de trouver des solutions comme on a trouvé pour l'avenue du 11 novembre, pour pouvoir faire les travaux, mais à moins de coûts. Je voulais vous dire aussi que le 5 et le 6 novembre, nous aurons sûrement un nouveau festival, le Festival des Solidarités et des Cultures, donc qui est porté par une nouvelle association RENPA, l'association L'un pour l'autre, qui a déjà organisé un certain nombre de manifestations, et qui est une jeune association, et c'est Sandrine Moclis qui la préside et qui a beaucoup d'ambition, et donc je tenais à saluer le travail qu'elle fait pour justement la culture et la solidarité. Et enfin, je voulais vous dire que le 4 décembre, on peut déjà réserver la date, c'est samedi à 15h, nous aurons la chance, la joie et l'honneur d'accueillir Jean-Marc Morisseau, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la bête du Gévaudan, qui est a priori la référence sur l'histoire de la bête du Gévaudan et qui viendra nous faire une conférence au théâtre. Je pense que ce sera un grand moment. Voilà pour cette petite, quelques mots d'introduction. On va passer à l'ordre du jour, si vous êtes d'accord. Allez-y, madame. Merci. Bonsoir. Monsieur le maire, mesdames et messieurs du conseil municipal, je prends la parole en ce début de séance pour vous annoncer que ce conseil municipal sera pour moi le dernier. Voilà, j'ai pris la décision de démissionner de mon mandat municipal pour des raisons qui me sont strictement personnelles et familiales. Voilà, je tiens à préciser publiquement que je soutiens et continuerai à soutenir les élections d'avenir et bien entendu que je reste fidèle aux idées et aux actions menées par M. Philippe Pougier. J'ai eu le plaisir de côtoyer et j'ai eu le plaisir à côtoyer et à travailler avec les élus de parole et qui sont restés fidèles à leurs convictions de départ. Je souhaite que les Mandois qui nous soutiennent comprennent ma décision, qui pour moi n'a pas été facile, et ceux pour qui la critique est un art, je dis certaines choses pour les comprendre, il faut les vivre, et que décider c'est renoncer. Voilà, je vous remercie.
Donc j'en prends acte. Pour l'instant, je n'ai pas reçu d'écrit, donc il faudra que vous me laissiez envoyer, que je transmettrai à la préfecture évidemment. Sur l'approbation du PV de la séance du 28 septembre 2021. Est-ce que vous avez des observations? Madame Hier. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, nous voterons contre. Et vous savez pourquoi? Lors des conseils municipaux, il y a peu d'interventions et ce peu n'est même plus retranscrit dans les comptes rendus. Finalement, pourquoi sommes-nous là? La mémoire de ces propos tenus en séance est essentielle. Notre devoir en tant qu'élus est d'être force de proposition, d'amener des réponses aux interrogations des Vandois et rester vigilant au respect de la gestion de notre ville. Je vous remercie. Ok, oui, c'est le même sujet qu'on a déjà depuis quelques conseils municipaux. Du coup, je passe à M. Pouget. Oui, monsieur le maire, les comptes rendus des conseils municipaux sont faits de flux et de reflux chez vous. Là, c'est vraiment reflux parce que jusqu'à maintenant, vous nous aviez habitués à des comptes rendus succincts. Là, c'est même plus succinct. Il n'est même pas mentionné l'intervention des uns et des autres. Et je prends deux sujets particuliers. Le premier concernait l'achat de maison compagne. Il y a eu des interventions intéressantes, même que sur le fond ne soit pas reprise. Sinon, il aurait pu être mentionné que ça donnait lieu à débat. Et le deuxième débat aussi, qui avait un peu débordé, des limites peut-être, c'était le débat relatif à l'enfouissement de la ligne d'EDF pour alimenter justement les parcs éoliens. Ça a donné un débat sur l'éolien qui n'était peut-être pas à avoir dans cette réunion, mais là non plus, il n'est même pas fait mention de la quelconque intervention. Donc c'est vrai que ça n'a plus aucun sens de faire le compte rendu dès lors qu'ils ne sont même pas mentionnés l'intervention. Donc nous voterons contre, mais nous avons toujours voté contre. Ok. Donc du coup, est-ce qu'il y a des oppositions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Des abstentions? Donc la majorité est pour. Je vous remercie. La communication des décisions prises. J'ai oublié de désigner un secrétaire de séance. Donc, est-ce que Mme Betty Zampiero, vous acceptez de jouer le rôle? Il y a des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Alors, les décisions prises. J'ai pris un arrêté 89 autorisant la signature de la loi marché de prestation de services pour le nettoyage de l'eau et des vitreries des bâtiments de la ville de Mende sur de l'eau. C'est règlement sans incidence financière, c'est juste pour le report de quelques mois, c'est ça? C'est ça. L'arrêté 90 autorisant la signature du marché de modernisation et d'extension du système de vidéoprotection de la ville de Mende, donc on en a parlé la dernière fois, donc le marché a été donné avec un montant mini de 50 000 € sur la durée de 350 000 €. Un mini de 50 000 € et un maxi de 350 000 €. Donc, un groupement d'entreprises Inéo Infracom relié à relier de l'autre électricité et à GMT TP Réseau. Donc, le mandataire, c'est Inéo Infracom qui est sur Nîmes. On aura, je vous l'avais dit au dernier conseil, l'occasion, enfin, je demanderai à Sonia Jassin de venir le présenter, Sonia, au prochain conseil municipal, par exemple. Parce que là, aujourd'hui, on sait à peu près ce qu'on doit installer à la première étape. L'idée, c'est de compléter le maillage qu'on a sur la ville qui, à mon sens, était incomplet. Un arrêté 91 autorisant la signature du marché de travaux scénographiques du musée de Gévaudan, donc pour les lots 17, 18, 19 et 20. Donc c'était les derniers lots qui nous restaient à passer. Et donc on a, avec l'entreprise Orfeo GNB, 6 rue Paul Valéren Perrin dans le 38 pour un montant de 103 759,80 centimes hors taxe. C'était pour le 19 en fait, il manquait celui-là à faire un arrêté puisque les 17, 18 on les avait déjà passés. Le 93, arrêté 93 autorisant le dépôt d'une demande de subvention auprès du département de la Lozère pour les 3 travaux de voirie communale pour l'année 2021, donc on demande dans le cadre du contrat territorial pour 3 ans, on demande au département de la Lozère de nous allouer une aide de 62 850 €,
permet de consommer la totalité de l'enveloppe de ce contrat d'aide territorial, donc qui finissait, qui finit à la fin de l'année. Donc sur un montant de travaux de 164 000 €. Un arrêté 21 autorisant la signature d'un avenant marché de travaux de construction du musée de Gévaudan. Donc avec le groupe d'entreprise Martinazo Bâtir Joub pour le parti monument historique. Ça. Donc la cage d'escalier, donc il y a des travaux supplémentaires. Donc ça a été vu à la CAO. Avec l'entreprise Canac, c'est un avenant en moins. Avec l'entreprise Germal, c'est un avenant en plus pour de la menuiserie. Avec l'entreprise Métallerie Bourdoncle, donc c'est ceux qui nous ont fait la verrière, c'est un avenant en moins. Avec Lozère Isolation du Hart, pour tout ce qui est doublage, placo, c'est un avenant en plus. Avec Lozère Isolation du Hart, je ne sais pas pourquoi il y a deux fois, Olivier, pour le lot 9, c'était quoi le lot 9? Donc le lot 8 c'était les murs, le lot 9 c'est les faux plafonds, donc là on a un plus. Avec l'entreprise Nassimera pour le lot 11, donc c'est pour les sols, et avec l'entreprise Schaeffer-Rodier pour le lot 15. Un arrêté SAM autorisant le dépôt d'une demande de subvention auprès de la région Occitanie pour le projet d'agrandissement et de réaménagement du cinéma de Trianon. Donc on demande sur un montant hors taxe 2 929 124,40 €. On a eu le plan de relance 580 000 de la DSI de la région Occitanie, donc on demande 450 000. Et le département de la Lozère, on a eu aussi 450 000. Et la première partie qu'on a mise sur la démolition. Et donc on demande 369 406,04 €. Et puis on a la subvention du Centre national du cinéma aussi pour 143 000. Donc au final on aura une opération, je l'espère, si elle ne déborde pas, on devrait arriver à un financement de 80%. Un arrêté 291 sur l'urbanisme décidant d'acquérir par voie de préemption le bien situé 17 Lausanne sur l'Iran avec un garage qui est situé dans les Péncours. Donc c'est la promesse de maison de compte. Donc j'ai pris l'arrêté. On va passer au point numéro 1 qui concerne la modification de la fixation des indemnités du maire et des adjoints et des conseillers délégués. Donc je vais vous faire une présentation de ce domaine, après je vous passerai la parole. Donc l'idée, c'est après 1 an et demi de fonctionnement, M. Brigier. Merci. Bonsoir Monsieur le maire, mes chers collègues. Je voulais intervenir concernant les arrêtés. Donc là, on a vu encore quelques arrêtés concernant le musée. Et je voulais savoir un peu où aujourd'hui on se situait par rapport au budget de celui-ci, quelles sont les dépenses encore qui restent à faire. Et le deuxième point, c'est concernant donc, les pénuries qu'on a de matières premières, concernant la rénovation du musée. Est-ce qu'aujourd'hui on peut évaluer le surcoût que ça peut avoir d'acheter ces matières premières et savoir si ça va avoir un impact direct sur le délai de livraison du musée? Alors, sur les arrêtés, donc on est au bout là, de toute la partie gros œuvres et second œuvre, c'est-à-dire bâtiment. Donc il devrait être terminé normalement fin janvier, sauf événement de dernière minute. Et dans la foulée, donc l'installation de la scénographie devrait se mettre en place. Février, mars, avril, peut-être ça dépendra un peu sur le mois de mai. Mais fin mai, normalement on devrait être en mesure de prendre l'équipement pour pouvoir y installer les quelques 400 œuvres qu'on a installées dans les différents espaces. Et donc ça veut dire que on a discuté encore la semaine dernière, donc on envisage une inauguration autour du 15 octobre, 1er novembre de l'année prochaine. En sachant qu'on inaugurera pour ouvrir au moins peut-être pour la période de Noël de manière exceptionnelle, compte tenu des vacances, qu'on fermera sûrement janvier et février pour pouvoir installer une exposition temporaire, parce qu'on ouvrira dans un premier temps que sur l'expo permanente. Sur la partie rez-de-chaussée, SIAP accueil,
Donc SIAP, c'est le Centre d'interprétation d'architecture et de paysage, c'est un lien avec le pays d'art et d'histoire. Et on ouvrira le premier étage pour faire l'inauguration, donc avec des expos permanents. Et au printemps d'après, on réouvrirait, parce qu'il ne sera pas ouvert toute l'année, le musée, on aura une période de fermeture annuelle. Et donc on réouvrirait avec une expo temporaire. Donc pour l'instant, je ne connais pas la tenue. Ça, c'est pour répondre au premier point. Pour répondre au deuxième point, pour l'instant, on n'a pas de surprise, de mauvaises surprises d'approvisionnement de chantier. Je vais faire le parallèle avec le cinéma, mais je l'ai déjà dit, je crois. Au cinéma, moi j'étais persuadé qu'en lançant un appel d'offres pour les travaux, la démolition était faite, après on a lancé un appel d'offres pour construire l'extension et refaire les 3 salles, je pensais qu'on avait 10 ou 15 points dans la vue. En fait, pas du tout. On rentre bien dans l'enveloppe qu'on s'était fixée. Donc, bonne surprise. Pour l'instant, sur le musée, on n'a pas de problème d'approvisionnement. Le chantier se déroule normalement. On risque d'avoir un peu de mauvaises surprises sur la réactualisation des prix. Ça, c'est une inconnue qu'on estime aujourd'hui peut-être à 5%, on est valorisé à 5%, mais on rentre globalement dans l'enveloppe pour l'instant, et j'y tiens, des 9,5 millions d'euros hors taxe de ce projet, toutes prestations confondues. C'est-à-dire du gros œuvre jusqu'à la restauration des 400 œuvres qui vont y arriver. Y compris la salle des fresques, qui est la Marie-Pauline, la chapelle Sixtine. Là, il paraît que c'est une vraie beauté. Et donc, elle est en train d'être rénovée, ça prend plus de temps que prévu. Donc, ça a un coût supérieur à ce qu'on avait anticipé. Mais comme elle avait des marges, voilà. Moi, je tiens à ces 9,5 millions parce que je sais bien qu'au-delà des 9,5 millions, tout euro supplémentaire, il sera 100% pour la ville. Et aujourd'hui, on a un financement quasi à 80% sur ces 9,5 millions, 79, donc c'est pas mal. C'est bon? Oui, c'est bon. Sur le point numéro 1, donc après un an et demi de fonctionnement de cette instance, c'est pas vraiment un an et demi puisqu'on a plutôt attaqué le mois de juillet, donc il m'a semblé important de faire un point d'étape et de vous proposer donc, une délibération qui nous permette de rajouter 2 conseillers délégués supplémentaires pour 2 raisons essentielles. La première, c'est qu'on a une adjointe, Willy Mayol, qui a pas mal de délégations, donc on a discuté, il m'a semblé important de pouvoir partager peut-être avec Valérie Fleurière sur la partie environnement, pour avoir vraiment quelqu'un qui soit délégué à l'environnement. On est en pleine COP26 et donc c'est vraiment un sujet qui intéresse tout le monde et donc il faut que ça nous intéresse nous aussi. Et puis la deuxième, donc on en a parlé déjà à plusieurs reprises, mais je suis attelé depuis un certain nombre d'années donc à développer les énergies renouvelables sur ce territoire pour plusieurs raisons. La première, c'est essentiellement pour sécuriser, je l'ai déjà dit, je le redis, sécuriser l'approvisionnement de Mende. Mende a la chance derrière d'avoir un poste de source où toute l'électricité qui est produite localement, un petit de l'électricité, des éoliennes, de la biomasse, de bioénergie, du solaire, qu'est-ce qu'il y a encore, je vais en oublier une, elle vient ici à Mende. Donc en venant à Mende, plus on arrivera à produire d'électricité locale, plus on arrivera à foisonner sur diverses énergies renouvelables, et mieux on sécurisera notre approvisionnement. Vous avez vu encore que la semaine dernière, le coup de vent qui est dans le nord, là-haut, 400 000 foyers privés d'électricité. Donc je pense qu'on a un devoir de responsabilité pour les années à venir, et on voit bien que chaque fois qu'il y a un coup de vent, qu'il y a un coup de neige, il y a toujours des milliers de foyers qui sont privés d'électricité. Je ne dis pas qu'on sauvera tout, mais je dis au moins qu'on est dans cette logique-là, et on est aussi dans la logique de produire localement, consommer localement. C'est vrai aussi pour les énergies. Et on est dans la logique, ça je ne l'ai jamais caché non plus, aussi d'en avoir des retombées directes pour les budgets des collectivités. Il y a la fiscalité, c'est une chose, dans tous les domaines. Il y a les locations que payent les uns et les autres, c'est une autre chose. Mais il y a aussi le fait de pouvoir investir dans les outils que vont proposer un certain nombre d'industriels.
Donc on est affairé sur 3 ou 4 enjeux sur la ville. Le premier, les éoliennes du bord de Toulouse, je n'y reviens pas. Le deuxième, vous l'avez vu la semaine dernière dans nos nouvelles, on a lancé un appel à la manifestation d'intérêt pour les terrains autour du COS de l'aérodrome. Donc les terrains qui sont dans la zone urbaine, urbanisée, en UT, ils sont classés en UT du PLU, donc dans le PLU plutôt. Donc il y a peut-être potentiellement une vingtaine d'hectares utilisables. Et puis le troisième qui concerne, je vous en avais dit aussi, on fera une présentation prochainement un peu à l'ensemble des Mandois sur, on a fait expertiser tout ce qui pouvait être de la collectivité dans la ville, des toitures, des parkings, des terrains qu'on peut avoir, par exemple l'ancienne décharge de Gardès, les parkings, le parking là-haut qu'il y a au poste d'Auge en face des stades, le toit de la toiture de la Vernelle, par exemple. Et donc là maintenant on a une expertise donc, de 16 sites qui ont été expertisés. Il y en a certains où on n'ira pas parce que ça ne vaut pas le coup d'y aller, il y en a un certain nombre d'autres par contre que ça vaut le coup d'y aller. Et donc jusqu'à présent c'était beaucoup moi qui m'étais occupé de ça, j'aime bien ça, mais j'ai besoin peut-être d'avoir quelqu'un qui s'en occupe un peu plus finement tout au long de l'année et qui vienne m'aider. Il y a un autre sujet qui est éminemment important et que souvent je vous rabâche, et c'est le réseau de chaleur. En 2032, la ville de Mende, donc c'est loin, mais en même temps c'est proche. En 2032, la ville de Mende va récupérer la délégation de service public et donc devra se poser la question de savoir si elle renouvelle une délégation de service public ou si elle exploite directement. Moi, à titre personnel, je vous la livre pas ce soir, ma religion est faite. Et donc je pense qu'on a besoin de travailler là-dessus parce qu'il y a des problèmes de développement. Aujourd'hui, avec les lois qui arrivent, on voit bien que ce réseau de chaleur qui était plus ou moins décrié dans ces premières années, aujourd'hui il a tout son intérêt sur la ville de Mende, il a un intérêt supérieur, et donc on a intérêt d'essayer de le développer, d'essayer de mailler encore plus la ville pour agrandir. Mais on a intérêt aussi peut-être d'être plus autonome en matière de production énergétique. Aujourd'hui, on dépend d'un seul fournisseur, qui est un très bon fournisseur, bioénergie, mais peut-être que demain, il faudra trouver une source d'approvisionnement différente. Donc il y a de vrais sujets, et donc de ce point de vue-là, j'ai besoin d'un élu qui m'accompagne et qui me fait ça un peu en main. Voilà pour la présentation. Là, il faut que je dise les noms, c'est ça? Oui. Pas forcément, mais je vais vous dire quand même. Donc sur la partie environnementale, c'est Valérie Trémolière qui a une sensibilité, hein. Donc elle était rentrée sur la liste avec cette ambition-là. Et donc autour de l'environnement et du développement durable, donc il y a des choses à faire et on va essayer de travailler. Et puis sur la partie donc, développement d'énergie renouvelable, donc j'ai demandé à Nicolas Rousson de m'accompagner. Voilà, je vous laisse la parole. Je me souviens. Alors, oui, ça marche. Donc, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, donc vous avez répondu à ma première question sur quelles étaient les deux personnes pressenties. Ensuite, je me demande pourquoi il y a deux postes sur des compétences qui sont très proches et peut-être même il aurait été opportun qu'il n'y en ait qu'un. Et puis, ce que vous avez dit tient lieu de présentation donc, de toutes les modifications des conseillers délégués et adjoints, j'imagine, ce que vous venez d'énoncer. Oui. Oui. Donc, pour la suite, j'ai une dernière question. Alors, je voudrais avant préciser la différence entre les adjoints et les conseillers délégués. Donc, les adjoints sont décidés par délibération du conseil municipal, alors que les conseillers délégués sont... Non, c'est pas pareil. Vous vérifierez, mais c'est pas pareil. Alors que les conseillers délégués, vous seuls décidez de qui sera et de façon... Non, il n'y a pas de vote. Et du coup, ma remarque est la même que plusieurs fois précédemment. Donc, on sait que les conseillers et les adjoints touchent quasiment la même somme. Donc, moi, je me demande pourquoi
pourquoi vous avez agrandi le panel de conseillers, mais vous n'avez toujours pas nommé d'adjoint à l'urbanisme et alors c'est pas un problème de personne, hein, je confirme, absolument pas, justement, c'est un problème de statut. Donc il serait important que nous ayons, et même vous pourriez nommer la conseillère déléguée adjointe, ce serait justifié, mais pourquoi nous n'avons pas de conseiller, d'adjoint à l'urbanisme et aux finances qui sont quand même parmi les prérogatives les plus importantes qu'ont une commune, et il y a très peu de communes qui aient cette même taille qui n'est pas d'adjoint à l'urbanisme. Alors je regrette une fois de plus que vous dénigriez un peu Marie-Pauline. Absolument pas. J'ai bien précisé que c'est un problème de statut. Et je voterai tout à fait pour qu'elle devienne adjointe à l'urbanisme. C'est absolument pas vous essayez de détourner le propos. Alors, plutôt que... alors pourquoi deux et pas un? Parce qu'il y a quand même une notion de travail considérable entre les deux. Donc il faut, et puis les uns et les autres, chacun a aussi ses activités à l'extérieur, donc c'est important de pouvoir aussi serrer les problématiques, même si quelque part elles sont revenues. Voilà, après, pourquoi pas adjoint et pourquoi pas les conseillers délégués, parce que c'est plus facile dans l'ordre du tableau, sinon ça va refaire l'élection. Voilà, je voudrais être pragmatique aussi. D'autres observations sur ce sujet? Oui. Je tiens à les féliciter sincèrement parce qu'elles méritent. Non, je tiens à les féliciter, même si on n'était pas censé le savoir, puisque les identités devaient être votées dans le point suivant, mais j'avais déjà vu en lisant, ou en tout cas en me l'envoyé, une page de Facebook ou du site de la mairie où vous aviez déjà annoncé, avant même que nous votions, qui serait le conseiller délégué. Parce que j'étais sûr de vous. Non, c'est pas ça, c'est que je pense que vous n'avez pas en très grande estime le conseil municipal, puisque vous annoncez une décision avant même qu'elle soit votée. Mais ça, c'est une parenthèse. Si je n'avais pas très grande estime, je ferais 4 par trimestre. Alors justement, ma deuxième pensée allait aux 8 conseillers municipaux qui ne sont pas encore nantis d'une délégation. Je dis que tout l'espoir leur est permis, parce qu'à raison de 2 par an, en 2024, tout le monde sera conseiller délégué, tout le monde sera indemnisé, donc c'est une très bonne chose. Donc peut-être en 2026, vous aussi, vous serez dans la partie. Au moins 2026, nous y sommes encore très loin, mais vous avez encore 4 ans de mandat à faire, et puis nous y ferons en 2024. Mais maintenant, si vous me le proposez, monsieur le maire, j'aurais, vous l'imaginez bien, jamais votre puissance de l'accepter, parce que je ne confonds pas les rôles. On ne sait jamais, on sait jamais. Non, oui, écoutez, mais proposez, vous verrez ma réponse. Plus sérieusement, comme le disait Madame Soulier, je m'interroge, même si la charge de travail est importante peut-être, mais je m'interroge en effet sur cette redondance, puisque nous avons 2 conseillers municipaux qui seront chargés exactement des mêmes missions. Certes, c'est une charge qui est peut-être lourde, mais c'est une... les énergies renouvelables, elles sont intégrées à la défense environnement. Enfin, je ne vois pas réellement comment vous dissociez les deux de manière quelque peu fictive, parce que même si nous avons des projets que vous avez annoncés, il y en a pas moins qui participent d'un projet plus large, celui de la défense contre l'environnement. Donc je suis d'accord avec ce que dit Mme Soulier, c'est effectivement pour moi totalement redondant. Mais je conclurai quand même sur une note un peu plus, pour moi, pessimiste. Je ne suis pas convaincu de la bonne foi de votre municipalité en désignant ces 2 personnes-là, ou 2 autres, peu importe. Moi, je pense que ce type de pratique conduit inévitablement à un désintérêt, en effet, de la politique. C'est comme le lendemain d'une élection départementale ou d'une élection régionale, quand effectivement, aussitôt élus, les élus se votent des augmentations de 10 ou 15%. Ça n'est pas compris. Ce n'est pas compris, et ça explique que lors des dernières élections départementales et régionales, 83% des 18-35 ans ne sont pas allés voter. Parce que ce n'est pas sain, parce que l'écologie, moi je veux bien, mais je suis favorable à toutes les conversions que vous voulez aux énergies renouvelables. Vous auriez très bien pu, clairement, parce que la défense du climat, la défense de l'environnement, elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas aujourd'hui du 2 novembre 2021. La défense de l'environnement, vous auriez très bien pu la mettre en avant au mois de juin 2020, quand nous avons déjà décidé les commissions. Et effectivement, ça tombe aujourd'hui, comme me disait une certaine
certaines maires d'une grande ville de France, quand il y a un loup, c'est flou. Ben, quand il y a un loup, c'est flou. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous voterons contre cette désignation. L'histoire du loup, c'est pas la première fois que vous la sortez. Ah si, absolument, c'est la première fois. Surtout que la personne qui l'a dit, c'est pas forcément une de mes références. Mais je n'ai pas cité son nom, vous l'avez peut-être compris, mais peu importe. Donc nous voterons effectivement contre. Je l'attaque quand il y a le loup, il me semble que je l'ai entendu de nouveau. Ah, pas de ma bouche, ça je vous confirme. Je sais encore ce que je peux dire. Et donc, sur le fait, oui, les énergies renouvelables, ça fait partie de l'environnement, mais c'est comme petit pan de l'environnement, les énergies renouvelables. Donc il y a plein de choses à faire aussi sur le développement durable, notamment sur les sensibilisations, et c'est là où la sagacité de Valérie Crémolière va être appelée. Sur le reste, il y a des enjeux énormes en termes effectivement d'environnement, mais en termes économiques, de retombées financières pour la vie. Donc il faut qu'on s'en saisisse, il faut qu'on ait une... Pour le reste, je ne partage pas tout à fait ce que vous dites là, et je trouve qu'une fois de plus, vous essayez de jeter l'opprobre sur ma personne. Non, c'est pas personnel. Si, non, quand même, c'est le maire, donc c'est moi qui l'ai proposé. Ah, mais vous assumez, mais je pense que j'assume complètement. Et bon, en même temps, la majorité, elle est toujours là, unie. Et j'espère qu'elle va rester encore longtemps. Par contre, si vous permettez, je vous donne raison sur un point, pour reprendre ce que disait Mme Soulet, si vous permettez. En effet, les délégations du maire sur ses propres pouvoirs, ça dépend de lui, mais les délégations qui concernent la compétence propre du conseil municipal, adjoint ou pas, c'est bien le conseil municipal qui est compétent, bien sûr. J'ai senti que M. Abel voulait prendre la parole. Je ne sais pas si vous le sentez, mais je vais le faire quand même. Bien, Monsieur le maire de Nantes, mesdames et messieurs de la liste irrésistiblement, charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est le sentiment qu'on a quand on voit ce genre de décision qui est soumise aujourd'hui. Pour rappel, pour l'histoire et pour les archives du conseil municipal, la première décision que vous avez soumise au vote, monsieur le maire, en date du 4 juin 2020, c'était donc le vote des indemnités des élus qui s'était traduit par une augmentation des indemnités des adjoints et des conseillers municipaux, à l'exception, sauf erreur de ma part, de madame la première adjointe et de monsieur le maire. Vous nous avez rétorqué à l'époque, on se souvient très bien, c'était votre unique argument, c'est que tout travail mérite salaire. C'est un mandat, c'est d'abord un engagement et une mission, c'est pas un travail. Tous les élus ici, au sein de votre majorité, ont soit une activité professionnelle, soit touchent en pension de retraite, largement méritée. Donc il s'agit d'un engagement citoyen. Deuxièmement, la première décision que vous avez prise, c'était une augmentation, on est en pleine crise Covid. C'était un très mauvais signe de départ, et je partage tout à fait le pessimisme de M. Pouget aujourd'hui. C'est le pire des signaux qu'on puisse donner aux gens qui n'ont plus grand-chose à faire de la politique. Vous donnez un petit peu le bâton pour vous faire ramer, parce que vous donnez le sentiment de ne pas gérer comme il faudrait peut-être l'argent public des endroits. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a fait un travail de recherche et de projection. À partir du moment où vous augmentez le nombre d'indemnités d'élus indemnisés, soit en l'occurrence 10%, on a fait une projection sur les années à venir jusqu'à la fin de votre mandat, c'est encore 4 ans et demi. On s'est basé sur la ligne budgétaire 6531, section de fonctionnement. Et on va arriver à ce total qui est quand même faramineux pour une ville de 13 000 habitants, monsieur le maire, 13 000 habitants. On va arriver à la somme de 1 100 000 € versés aux indemnités aux élus en fin de mandat. C'est énorme pour une petite ville comme Nantes, c'est énorme. Il y avait peut-être d'autres choses à faire non plus. Et enfin, la cerise sur le gâteau. Vous n'en auriez pas pris. Et enfin, je sais que vous avez la sale habitude de m'interrompre quand j'interviens. Je trouve ça très grossier, mais vous ne pouvez pas vous empêcher quand j'interviens. C'est incroyable ça. Mais je continue. Arrêtez, laissez-moi continuer. Vous êtes voulu à vous d'abord. Mais non, c'est vous qui êtes à bout, vous êtes déjà aussi nerveux depuis le départ. Alors pour terminer, pour conclure, la cerise sur le gâteau, enfin j'ai envie de parler de la fauteuil aux cerises, parce que c'est plus qu'une cerise sur le gâteau, c'est qu'au sein même de cette honorable assemblée, je dis bien honorable assemblée, je dis sans ironie, siègent 4 conseillers départementaux qui ont été élus et réélus parfaitement légalement, et avec un score large, il faut le reconnaître, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais ces mêmes conseillers départementaux qui sont indemnisés au sein de la mairie se sont votés
le 20 juillet 2021, au conseil départemental, à l'unanimité, une très sympathique augmentation des indemnités des conseils départementaux. Et encore une fois, et je rejoins tout à fait ce que dit M. Bouger, c'est le pire des signaux qu'on puisse transmettre à la population et aux gens en âge de voter. Alors je précise quand même que cette information, nous, élus de Mandelieu, on a été les seuls à la relier sur notre site, Mandelieu. Ça n'a paru nulle part, ni dans les médias, ni dans les réseaux sociaux, mais il y a eu une véritable augmentation, une forte augmentation des indemnités, des élus, des conseils départementaux, le 20 juillet en Lozère. Voilà. Je conclue là-dessus en disant, c'est un mauvais pas de plus pour la participation, pour l'engagement des gens. Vous la voterez, bien entendu, vous êtes majoritaire, et nous, on ne peut que le déplorer aujourd'hui. Alors, c'est vrai que les électeurs nous ont, comme vous l'avez justement sanctionné, ils devaient nous sanctionner l'année dernière aux élections municipales, aux élections cantonales, ils nous ont bien sanctionnés. Donc, je pense que les Mandois trouvent que la ville n'est pas si mal gérée que ça, et donc on va continuer de faire de notre mieux. En même temps, ce que vous dites haut et fort, vous devriez dire, si vous étiez aussi équilibré dans votre propos, vous devriez dire que l'enveloppe, par rapport au plafond qu'on pourrait consommer, on en est très loin de consommer tout le plafond. Et on serait dans notre droit de consommer. Personne ne pourrait rien nous reprocher si on passait les indemnités maximales au conseil municipal. Personne n'aurait rien à nous reprocher. On ne le fait pas parce que justement, on a le sentiment, depuis pas mal d'années, et je pense que moi, à titre personnel, j'ai montré l'exemple quand je suis arrivé en 2016, eh oui, monsieur Abed, eh oui, monsieur Abed, si je pourrais prendre une indemnité à la mairie de Mende bien supérieure à celle que je prends. Vous cumulez les mandats. Oui, mais ça, il n'empêche que je pourrais prendre une indemnité bien supérieure. Quand j'ai été élu président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, j'ai augmenté mon indemnité là-bas en baissant celle de la ville. J'aurais pu très bien rester à la ville de Mende comme j'étais et rester dans le cadre légal. Donc ne faites pas croire aux Mandois n'importe quoi. Quand vous énoncez quelque chose comme ça, dites l'ensemble. Vous estimez peut-être que c'est pas justifié, c'est votre droit, mais dites en même temps qu'on ne consomme pas toute l'enveloppe. Donnez toute l'information maintenant. Faites comme moi je fais. Ça permet de rassurer les gens, et peut-être que ça permet de gagner les élections aussi. D'autres interventions? Donc nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Des abstentions? Je vous remercie. Et effectivement, comme le disait M. Puget, il y aura peut-être l'année prochaine ou l'année d'après de nouvelles. Si j'estime qu'il y a des gens qui sont beaux et qui sont méritants, je le ferai. Je le proposerai. Je le défendrai. Donc, au point numéro 2, modification de la composition de diverses commissions. Donc, sur la commission restaurant, on vous propose d'intégrer Nicolas Rousseau en lieu et place de Catherine Couder. Et sur la commission, ça ne change rien après pour les autres, sauf si vous avez des demandes particulières. Et pour la commission aménagement de la ville, environnement et mobilité, donc on intègre Valérie Trémolière en lieu et place de Rolly Maillot. Vous allez être d'accord. Est-ce qu'il y a des discussions, des oppositions, des abstentions? 1, 2, 3, 4. Je vous remercie. Le point numéro 3, la chambre de sorte avec Madame Pauli, s'il vous plaît. Conformément à la promesse de vente signée le 6 mai 2020, la commune demande de se porter acquéreur de parcelles appartenant au consort Clavet situé avenue du Corriveau afin de créer une réserve foncière. Il est donc proposé aujourd'hui de décider l'acquisition par la commune de Mende de parcelles ci-après appartenant au monsieur Claude et Christian Clavel, des parcelles de terrain en nature de land et de terre. C'est la section AI 271, 281 et 283 sur le poste de Roussel, une contenance totale de 6 hectares, 85 arts, 50 centières. Conformément à l'évaluation du pôle d'évaluation domaniale du Gard, moyennant le prix de 1 371 000 €, d'acter que les terrains sont relevés par les servitudes de passage de gaines et de canalisation créées telles que mentionnées initialement
dans la promesse de vente par les consorts labels à la commune de Mende. Les dites servitudes figurent sur la note annexée à la présente délibération avec des plans d'emprise réalisés par la SARL Fage et associés et sont consentis sans aucune indemnité de prix. D'autoriser M. le maire à signer l'acte d'acquisition à l'office notarial de Mende cette année pour le moment. Merci Mme Paoli. Donc vous voyez le plan à l'écran, c'est une importante surface, presque 5 hectares, stratégiquement placé. Alors bon, c'est sûr qu'au sud, on a le poste de transformation, d'où le prix aussi qui est ce qu'il est. Mais il y a des enjeux pour l'avenir. Donc on vous propose de délibérer favorablement pour justement faire de la réserve foncière, pour préparer l'avenir de maintenant, préparer l'avenir à 10 ans, à 15 ans. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur le maire, juste pour savoir si vous avez envisagé l'utilité de l'achat de ces parcelles. Alors, il y en a une partie qui est certainement très intéressante pour faire de l'habitat. Une autre partie qui est un peu plus compliquée parce qu'il ne doit pas échapper qu'il y a des moyens d'attention, qu'il y a des lignes de moyens d'attention, et une qui monte vers le nord. Donc il y a des projets dans le cadre du schéma, on a vu vendredi dernier au téléphone, donc il y a des projets sur ces lignes, notamment sur la ligne de Saint-Chély. Donc peut-être dans les années à venir, on ne sait pas à quelle échelle elles seront définies, mais il y a peut-être des enjeux aussi autour des secteurs qui ne seraient pas constructifs, parce que justement liés à cette ligne, à ces lignes de réalisation, peut-être de faire 2 ou 3 hectares de panneaux solaires aussi, pour utiliser l'espace, le valoriser, tout en laissant toute la belle partie qui est constructive, parce qu'il y a une belle partie quand même qui est intéressante pour faire de l'habitat potentiellement un peu d'économie sur la partie haute. Voilà. Donc, monsieur Lacasse. Au-dessus, la mairie n'a pas des terrains. Si, c'est la partie là où il y a marqué achat de terrain au consort Clarel, c'est la partie de la zone commerciale, ça. D'accord. Donc là, il y a 8 hectares, 9 hectares. 8 hectares. Au bout d'un, ouais. Ouais. Les terrains, là, tu vois le bâtiment de brûlé, là. D'accord. Toute la partie ouest. Jusqu'à la pointe rouge, en haut, là, il y a une haie qui part vers la gauche, là. Ouais. Donc toutes ces parcelles au-dessus, ça appartient à la communauté de communes. Et on est toujours devant la cour d'appel, la cour administrative d'appel, dans le cadre des contentieux de la zone commerciale. On n'a pas d'ailleurs de retour là. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Tout le monde est favorable à faire une réserve foncière, c'est bien. Autorisation environnementale pour le renouvellement et l'extension du dossier portal, donc il faut qu'on donne un avis sur l'enquête publique. Madame Trémolière, justement. Donc, autorisation environnementale pour le renouvellement et l'extension de l'installation de stockage de déchets non dangereux du syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère, SDE, avis sur enquête publique. En application de l'arrêté préfectoral numéro 2021-259-001 du 16 septembre 2021, la demande en vue d'obtenir l'autorisation environnementale pour le renouvellement et l'extension de l'installation de stockage de déchets non dangereux située au lieu-dit le Rédonnet, sur le territoire de la commune de Badarou par le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère, est soumis à une enquête publique préalable. Cette enquête publique a débuté le mardi 12 octobre 2021 et s'achèvera le lundi 15 novembre 2021. Celle-ci est menée par M. Georges Leclerc, commissaire enquêteur. En application de l'article 7 de l'arrêté susvisé, le conseil municipal de la commune de Mende doit donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête et au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre d'enquête. Il est donc proposé d'émettre un avis favorable à la demande relative au renouvellement et à l'extension de l'installation de stockage de déchets non dangereux du SDE situé sur le site du Réveillon. Merci Madame Trémolière. Tout le monde connaît le site, tout le monde connaît son intérêt départemental. C'est des dossiers, pour moi, ils ont dû être renouvelés en 2018. C'est
des dossiers qui sont administrativement très compliqués en termes d'installations classées pour la protection de l'environnement. Donc il est seulement maintenant en phase, alors bien sûr la préfecture a autorisé la continuité de l'exploitation. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon je vous propose de donner un avis favorable. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 5, c'est la convention constitutive de groupement de commandes pour la fourniture de carburant. Donc M. Torres. Approbation de la convention constitutive d'un groupement de commandes publiques pour la fourniture de carburant et de prestations associées aux moyens de carte accréditive pour les véhicules des membres du groupement. Au 31 décembre 2021, le marché de fourniture de carburant et prestations associées aux moyens de carte accréditive arrive à terme. Afin de permettre la mise en concurrence couplée du nouveau marché, il convient de procéder à la création d'un groupement de commandes. Le groupement de commandes, en application de l'article L 2113-6 et suivant du Code de la commande publique et de l'article L 1414-3 du Code général des collectivités territoriales, a pour objet de permettre à chacun des adhérents, pour ce qui les concerne, de passer à l'issue d'une procédure regroupée un marché pour la fourniture de carburant et prestations associées aux moyens de carte accréditive auprès des opérateurs habilités titulaires. Les membres constitutifs de ce groupement sont la communauté de communes Cœur de Lozère, le centre intercommunal d'action sociale Cœur de Lozère, la commune de Mende, Badarou-Balsiège et le département de la Lozère. Le département de la Lozère est désigné comme coordonnateur du groupement et se voit confier la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du marché public au nom et pour le compte des autres membres conformément à la convention de groupement de commandes. Un exemplaire du projet de convention de groupement de commandes est joint en annexe. Ce projet prévoit l'objet, le fonctionnement et la durée du groupement. La commission d'appel d'offres désignée compétente est celle du coordonnateur dont la composition a été approuvée par le conseil départemental dans la séance du 1er juillet 2021. Il est proposé d'approuver le principe de création d'un groupement de commandes pour la fourniture de carburant et prestations associées aux moyens de carte accréditive constitué par la communauté de communes Cœur de Lozère, le centre d'action intercommunal d'action sociale Cœur de Lozère, les communes de Mende, Badarou-Balsiège et le département de la Lozère, dont le projet de convention est joint en annexe, et d'autoriser Mme Régine Bourgade, première adjointe, à signer la convention constitutive de ce groupement, ainsi que l'ensemble des pièces afférentes à ce dossier. Merci M. Torres. Donc c'est pas la première fois qu'on fait ce genre de groupement de commandes. Donc je passe les commentaires, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Le point numéro 6, c'est la convention demandant la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation et l'enfouissement des réseaux secs et humides sur la RD 42, donc avenue Jean Moulin, entre le rond-point Poulidor et Georges Pompidou. Donc M. Rousson, Nicolas. Convention demandant la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation et l'enfouissement des réseaux secs et humides sur la route département 42 dans la traversement sur l'avenue Jean Moulin, entre le rond-point Poulidor et Georges Pompidou. Dans le cadre des travaux pour la réalisation de l'enfouissement des réseaux secs et humides sur la route départementale 42, dans la traversée de Mende, sur l'avenue Jean Moulin, entre le rond-point Poulidor et Georges Pompidou, il est nécessaire de procéder à la reprise des réseaux secs. Du ressort de la commune et la reprise des réseaux humides du ressort de l'intercommunalité. Afin de faciliter la coordination des travaux communaux et intercommunaux, il est souhaitable que la commune de Mende assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble de l'opération. Il est proposé d'accepter que la commune de Mende assure la maîtrise d'ouvrage de cette opération, conformément à l'article 24.22-6 du Code de la communauté de la commande publique. Les attributions de l'enquête sont les suivantes. Préparation du choix du maître d'œuvre, signature du contrat correspondant après approbation et gestion du contrat de maîtrise d'œuvre, si la maîtrise d'œuvre est externalisée. Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux et gestion des contrats de travaux. Coordination, réalisation des démarches et suivi de l'ensemble des permissions de voirie nécessaires
dans le cadre de l'opération, réception de l'ouvrage, paiement des factures. Le montant ainsi que les modalités définitives de la programmation de la participation financière de la communauté de communes sont arrêtées après chiffrage de la prestation correspondante en utilisant les prix du marché public passé pour la commande. La TVA relative aux prestations financées directement par la communauté de communes fera l'objet d'une prise en charge par elle sur la base de la facturation établie par la commune de Nantes, faisant apparaître les montants TTC hors taxe. Il est proposé d'apporter son expertise technique pour les compétences dont il a la charge à participer à toutes les réunions de travail et de chantier nécessaires. Il est proposé d'autoriser Mme Régine Morgan, première adjointe, à signer la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage délégué avec la communauté de communes en besoin. Merci, monsieur. Nous sommes donc sur des questions pour engager les travaux au printemps prochain pour finir ce réseau d'eau. Sécuriser donc toute la partie ouest de la ville, de la commune et de ses villages. Des questions? Oui, juste une question, monsieur le maire. Est-ce qu'une piste cyclable est prévue sur ce tronçon? Il faudra la même bande cyclable qu'on a fait pour la première partie de... D'accord, mais elles sont pas saucissonnées, celle-là. Celle-là sera de ce tenant. Et bien, comme il n'y a pas beaucoup d'aménagement autour, il fera le plus de linéaire possible. D'accord. Et là, c'est vrai que par rapport à certains vidéos, sur la première partie, c'était compliqué. Les donc, oui, on le voit, bien sûr. Merci. Monsieur le maire, sur les réseaux sexe, ce sont les réseaux d'électrification, c'est ça? De communication, est-ce qu'il y a dedans la fibre qui est prévue? Oui, mais la fibre, elle y est déjà. En fait, ils vont commencer à déployer sur les villages la fibre pour des questions d'élagage sur les privés, qui a été assez compliqué, et pour des questions de poteaux aussi. Parce qu'il faut qu'on replante des poteaux. Parce que à chaque fois qu'ils peuvent, ils passent en souterrain, quand ça existe, pour la fibre. Quand ça n'existe pas, ils passent en aérien, ils peuvent utiliser notamment des lignes aériennes à DD10. Mais il y a un calcul qui est fait par un logiciel, et si le logiciel déclare que le poteau ne peut pas supporter la fibre, il faut implanter un autre. Et donc on va avoir une petite centaine de poteaux qui vont être plantés. Bon, il y en a 25 pour le masse. Rien que pour le masse, il y en a 27 ou 28. Parce qu'ils partent de Marat. Pourquoi ils partent de Marat? Ils partent de Marat, ils montent par la route pour aller au masse. Donc il y a certainement de retour de tout. Après, il y en a quelques-uns dans les villages. Au Château-des-Jaunes, il n'y en a pas. À Baours, il y en a 2 ou 3. Alors, quand on enfouira les réseaux, on aura signalé qu'on allait faire les enfouissements des villages. Dans les villages, parce qu'on enfouira des lignes à l'extérieur, on ne les enfouira pas. Et dans les villages, donc, ils en profiteront. Donc, à Baours, les 2 ou 3 qui ne se planteront pas. Il y en a quelques-uns à Chabris. À Chabris, ils les planteront parce que, comme on va faire les travaux d'enfouissement sur plusieurs années, c'est très compliqué ces histoires d'enfouissement. Et donc, on ne veut pas priver non plus le Chabris de pouvoir avoir accès à la fibre le plus rapidement possible. Donc, on laissera planter les poteaux, les 4 ou 5 ou 6 poteaux qu'il y a dans le village de Chabris le plus rapidement possible. Pour qu'ils les plantent le plus rapidement possible. Et on les enlèvera, peut-être dans 2 ans ou 3 ans, quand on enfouira tout ce qui reste à enfouir sur Chabris. Voilà. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Le point numéro 7, c'est la détermination du taux de promotion de l'avancement de grade pour 2022. Donc très rapidement, je vais vous dire qu'on reconduit la délibération de l'année dernière, donc pour toutes les catégories qui sont visées à hauteur de 50%. Ça a été vu en comité technique le 14 ou le 15 octobre, et donc ça a été validé à l'unanimité du comité technique. Je ne sais pas si vous avez besoin d'explications complémentaires. C'est une tradition, chaque année on délibère sur ce taux de promotion d'avancement. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, le point numéro 8, Madame Thuel, concernant l'adhésion à la médecine de prévention du centre de gestion de la Moselle. Ça, c'est aussi une délibération formelle.
de médecine de prévention du centre de gestion de la Lozère, CDG 48. Vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Vu le décret 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la médecine professionnelle et prévention dans la fonction publique territoriale. Vu le décret 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatives à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Vu la délibération du conseil d'administration et du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère du 10 mars 2005 relative à la création du service de médecine professionnelle et préventive, le maire rappelle que les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des agents en ayant comme préoccupation d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de l'exercice de leurs fonctions. Chaque collectivité doit disposer d'un service de médecine professionnelle et préventive. Cette obligation peut être satisfaite par l'adhésion à un service créé par un centre de gestion. Le CDG 48 dispose d'un service de médecine de prévention composé d'un médecin de prévention, d'un psychologue du travail, d'un ergonome, d'une infirmière de prévention et d'une assistante sociale. Le coût annuel de ce service est fixé en fonction du nombre d'agents dans la collectivité, soit pour la ville de Mende, plus de 140 agents, 16 700 € annuels. La convention est établie pour 3 ans. Il propose de renouveler l'adhésion au service de médecine de prévention du CDG 48 à compter du 1er janvier 2022. Il est proposé d'adhérer à compter du 1er janvier 2022 à la convention service de médecine de prévention du centre de gestion de la Lozère, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention correspondante. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget. Merci Madame Mathieu. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais c'est une obligation. Donc c'est le centre de gestion de la fonction publique territoriale qui rend le service à toutes les collectivités de Lozère et même au-delà. Pas de questions? Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 9, la garantie d'emprunt à la SHM de Lozère Habitation. Je ne sais pas si vous voulez que je vous dise tout formellement. Bon. Sur cette garantie d'emprunt. Monsieur Abel? Oui, moi j'avais une question, c'était la somme de 4 200 000 €. L'interrogation qu'on a, c'est que quid de l'utilisation de cette somme, puisqu'elle avait été déjà inscrite, nous sommes d'accord au budget prévisionnel 2021, et je voulais qu'on fasse le point aujourd'hui sur l'utilisation de cette manne, c'est une manne financière qui tombe dans les caisses de la ville. Voilà. Et en fait, on aura délibéré au mois de décembre sur une décision modificative qui sera encore plus importante. D'accord. Et donc on en parlera à ce moment-là. D'accord. Mais vous avez vu la délibération que l'on a passée sur la réserve foncière, ça fait partie de ça. La délibération précédente qu'on a passée sur les 30 hectares de la CCI, ça fait partie de ça. Donc on investit pour l'avenir. Bah, vous nous ferez une petite réponse de synthèse au mois de décembre. Exactement. Merci. Donc je ne sais pas si vous voulez que formellement on lise toute la BI. Et donc on cautionne les 4 millions à hauteur de 75%, comme c'est une transition pour tous les bailleurs sociaux. Donc il vous est proposé d'accorder la garantie communale à la SHM de Lozère Habitation pour l'enregistrement du prêt joint en annexe à hauteur de 75%. Et sachant que le département va délibérer prochainement pour le 25 prochain. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions? Moi je prends pas en vote. Ok. Et du coup, moi non plus. Et Madame Diasman. Et Madame Diaz non plus. Donc, qui c'est qui est le plus ancien qui fait voter la Marie fait voter. Moi, je ne pourrais pas participer au vote. Je demande qui est pour.
Je fais l'inverse. Oui, fais l'inverse. Je fais l'inverse. Je vous demande qui est pour. Qui est contre? Pardon. Qui est contre? Il n'y a pas de contre? Alors, qui s'abstient? Il n'y a pas d'abstention, donc sauf Mme Diaz, Régine, le point numéro 10, Mme Zampiro sur la situation exceptionnelle, office d'association, l'office du commerce. À l'instar des opérations promotionnelles menées dans le cadre du Black Friday et à l'approche des fêtes de fin d'année, l'Office de commerce, la communauté de communes Cœur de Lozère et la ville de Mende se sont associés pour constituer une cagnotte de 50 000 €. Cette cagnotte a ainsi pour vocation de soutenir le commerce local par le biais de l'octroi de chèques cadeaux cœur sous certaines conditions. Ainsi, après avoir effectué des achats dans les boutiques mandoises et sur le territoire de la communauté de communes, hors super et hypermarché, il suffit pour le bénéficiaire de se rendre à l'office de commerce afin de profiter des chèques cadeaux cœur à utiliser sur la même zone pour une période déterminée. Attendu que l'attribution d'une subvention communale à hauteur de 20 000 € permettra à l'association Office de commerce de Lozère de soutenir les commerçants et plus particulièrement la perspective des fêtes de fin d'année. Vu le montant global de cet investissement, il est proposé, compte tenu de la volonté de la ville de Mende de s'inscrire pleinement dans cette démarche partenariale, il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'équipement à l'association Office de commerce Cœur de Lozère de 20 000 €. Merci Mme Zampiro. Donc on reconduit pour les 25, 26 et 27 novembre. C'est ça? Donc le vendredi 26, le vendredi du Black Friday. Voilà. Donc on reconduit l'opération avec beaucoup de points pour accompagner le commerce local, essayer d'éviter l'évasion, notamment sur Internet, et puis aussi pour soutenir le pouvoir d'achat qui est souvent, bien entendu, prendre un peu mal avec toutes les augmentations des carburants, mais aussi toutes les augmentations qu'on peut avoir à droite ou à gauche sur les produits de première nécessité. Du coup, on vous propose une opération qui sera financée par la ville à hauteur de 20 000 €, par la communauté de communes à hauteur de 20 000 € et par l'Office du commerce à hauteur de 10 000 €. Donc on reconduit les opérations qu'on a fait en 2020, l'opération qu'on a fait aussi au printemps 2021. Et donc en 2 ans, ça sera 350 000 € quand même qui auront été réinjectés dans l'économie locale. C'est quand même une belle somme. Et ça reste une belle opération. Alors pour soutenir le pouvoir d'achat, avec l'Office du commerce, donc on a décidé de diminuer de 15 à 10 € le montant plancher pour pouvoir avoir un retour de chèque cadeau. Et donc sachant que 10 € de dépenses produiront 5 € de chèque cadeau. Donc ce n'est pas une aide de 20% qu'on attribue, c'est une aide de 50%. Donc là, on vise de manière indirecte, mais quand même on vise ceux qui souffrent le plus. Et puis on limitera, pour que ça profite le plus largement possible à tout le monde, on limitera aussi le plafond de dépenses à 200 €. Voilà, toujours, comme les fois dernières, une aide à hauteur de 20%. Donc sur une opération coup de poing, 3 jours, jeudi, vendredi et samedi, le dernier du mois de novembre, 25, 26 et 27 novembre. Voilà, est-ce que ça suscite des questions, des oppositions, des abstentions? 1, 2, 3. Je vous remercie. Et donc Elisabeth Millet-Prieur ne participe pas au vote. Allez, comme le point numéro 11, donc engagement partenarial pour le service entre la ville, la communauté de communes et le CIS, et avec la DGFIP, Madame Morgane. Donc, dans le cadre de la modernisation de la gestion publique locale et l'amélioration de la qualité des services et des comptes, les partenaires souhaitent s'engager dans une démarche volontariste visant à accroître l'efficacité des circuits comptables et financiers, ainsi que le service rendu aux usagers et renforcer la coopération de leurs services. Un état des lieux a été réalisé par les partenaires et une réflexion sur l'amélioration de la qualité d'exécution des missions communes ont permis d'identifier les besoins et les attentes mutuelles et de définir conjointement les actions à engager et les domaines à prioriser. Les partenaires ont décidé de contractualiser leurs engagements réciproques et se fixer
fixe une série d'objectifs qui concernent le développement et l'enrichissement des échanges entre ordonnateurs et comptables, améliorer la qualité des comptes locaux, améliorer le recouvrement des produits locaux, améliorer les délais de paiement et développer l'expertise fiscale et financière. Donc, en raison de la mutualisation des services financiers de la ville, de la communauté de communes du CIAS, il a été décidé que cet engagement s'appliquerait de la même façon aux trois entités. Lorsque tel n'est pas le cas, les fiches actions le préciseront. Vu le projet d'engagement partenarial avec d'une part la ville, la communauté de CIAS et d'autre part le service de gestion comptable et la direction des finances publiques de Lozère. Compte tenu de la volonté de la ville de s'inscrire pleinement dans cette démarche, il vous est proposé d'autoriser M. le maire à signer le présent engagement partenarial pour le compte de la ville de Mende. Donc l'idée c'est de parfaire un peu les relations qu'on a entre la Dienne avec la DGFIP et le service comptable pour essayer de toujours performer un peu notre mode de fonctionnement, faire que tous les Vandois payent bien en équité leurs impôts, préparer aussi sûrement l'avenir avec ce qui nous attend sur ce qu'on va voir sur le plan suivant, mais aussi donc avec la M57, mais aussi sur les évolutions qui se trament en haut lieu concernant la séparation entre l'ordonnateur et le payeur. Donc voilà, c'est pour tout ça qu'on essaie de préfigurer dans ce projet de convention. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 12, c'est la fixation du mode de gestion des amortissements et une mobilisation pour la M57. Au 1er janvier, on va passer à la M57. On a 10 demandes seulement. Et après, le 1er janvier 2023, vous ferez CIS et Interco. Voilà. Qui c'est qui a l'école, s'il vous plaît? Fixation du mode de gestion des amortissements et mobilisation M57. La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022 implique de fixer le mode de gestion des amortissements et des mobilisations. En effet, conformément aux dispositions de l'article L 2321-2-27 du Code général des collectivités territoriales, pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants, l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est considéré comme une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de la collectivité. Pour rappel, sont considérés comme des immobilisations tous les biens destinés à rester durablement et sous la même forme dans le patrimoine de la collectivité, leur valeur reflétant la richesse de son patrimoine. Les immobilisations sont imputées à la section d'investissement et enregistrées sur les comptes de la classe 2 selon les règles suivantes. Les immobilisations incorporelles en subdivision du compte 20, les immobilisations corporelles en subdivision des comptes 21-22, port 229, 23 et 24, les immobilisations financières en subdivision des comptes 26-27. L'amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. Ce procédé permet de faire figurer à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement. Dans ce cadre, les communes procèdent à l'amortissement de l'ensemble de l'actif immobilisé, sauf exception, œuvres d'art, terrain, frais d'études, suivi de réalisation et frais d'insertion, agencement, aménagement de terrain, immeubles non productifs de revenus. En revanche, les communes et leurs établissements publics ont la possibilité d'amortir, sur option, les réseaux d'installation de voirie. Par ailleurs, les durées d'amortissement sont fixées librement par l'Assemblée délibérante pour chaque catégorie de biens, sauf exception, conformément à l'article R 23-21-1 du CGCT. Dans le cadre de la mise en place de la M57, il est proposé de remplacer la délibération du 7 mars 1997 en précisant les nouvelles durées applicables. Confère avec ce joint. Enfin, la nomenclature M57 pose le principe d'amortissement d'une immobilisation au prorata temporis. Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable. La ville demande calculant à M14 les dotations d'amortissement en année pleine avec un début des amortissements au 1er janvier N+1. L'amortissement prorata temporis est pour sa part calculé pour chaque catégorie d'immobilisation au prorata du temps prévisible d'utilisation. L'amortissement commence ainsi à la date
bien dans le patrimoine de la ville. Ce changement de méthode comptable s'appliquerait de manière progressive et ne concernerait que les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2022, sans retraitement des exercices clôturés. Ainsi, les plans d'amortissement qui ont été commencés sur la nomenclature M14 suivront jusqu'à l'amortissement complet selon les modalités définies à l'origine. En outre, dans la logique d'une approche par les années, une entité que justifie la mise en place d'un aménagement de la règle pro rata temporis pour les nouvelles immobilisations mises en service, notamment pour des catégories d'immobilisation faisant l'objet d'un suivi globalisé à l'inventaire, bien acquis par l'OUS, petit matériel outillage, fonds documentaire, bien de faible valeur. Il est proposé d'approuver les propositions énoncées, d'appliquer au 1er janvier 2022 les durées d'amortissement telles que prévues dans l'annexe jointe, de calculer l'amortissement de chaque catégorie d'immobilisation pro rata temporis, d'appliquer par principe la règle pro rata temporis dans la logique d'une approche par an, d'aménager cette règle pour d'une part les subventions d'équipement versées, d'autre part les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 500 €. Il est proposé que ces biens de faible valeur soient amortis à l'unanimité au cours de l'exercice suivant leur activité. Merci M. Combois. C'est une délibération formelle en application du 1er janvier 2022 de cette ordonnance M57. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le dernier point concerne justement la mise en place de la nomenclature M57 de M. Raoul Dahl. Alors, mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2022. En application de l'article 106 ter de la loi 2015-99-41 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, donc, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par délibération de l'Assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles. Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et la plus complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités locales, DGCL, la Direction générale des finances publiques, DGFiP, les associations d'élus et les acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales d'ici au 1er janvier 2024. Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14, communes et établissements publics de coopération intercommunale, M52 départements et M71 régions, elle a été conçue pour retracer l'ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction, avec une présentation croisée selon le mode de vote qui n'a pas été retenu. Le référentiel budgétaire et comptable M57 étant en outre à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions, offrant une plus grande marge de manœuvre gestionnaire. C'est notamment le cas en termes de gestion pluriannuelle des crédits, avec un fonctionnement à la création plus étendue des autorisations d'engagement, mais également à chaque étape de décision, le vote des autorisations en lecture directe au sein des documents budgétaires. Par ailleurs, une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Ces mouvements font alors l'objet d'une communication à l'Assemblée au plus proche conseil suivant cette décision. L'instruction comptable et budgétaire M57 permet enfin de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu'elle autorise le conseil municipal à déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses personnelles, à la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections, article M5217-10-6
du CGCT. Dans ce cas, le maire informe l'Assemblée délibérante de ces montants de crédit lors de sa plus proche séance. Vu le Code général des collectivités, vu la demande de la Direction départementale des finances publiques en date du 25 mars 2021 pour l'adoption anticipée du référentiel M57, vu le projet d'engagement de partenariat entre d'une part la Ville de Mende, la communauté de communes Cœur de Lozère, le Centre intercommunal d'action sociale Cœur de Lozère et d'autre part le service de gestion comptable de Mende et la direction départementale des finances publiques de la Lozère, vu l'avis favorable du responsable du service de gestion comptable de Mende pour le basculement vers le référentiel M57 à compter du 1er janvier 2022, compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il est proposé d'adopter par droit d'option la mise en place anticipée de la nomenclature budgétaire et comptable et l'application de la M57 pour le budget principal à compter du 1er janvier 2022. De préciser que la norme comptable M57 s'appliquera au budget actuellement géré en 2014, de conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2022, d'autoriser M. le maire à compter du 1er janvier 2022 à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. D'autoriser M. le maire à mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires à ce changement de nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci, monsieur le Provocal. On changera de nomenclature à partir du 1er janvier. Est-ce que ça suscite des questionnements? Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et donc on a fini avec l'ordre du jour. Passez une bonne soirée.